s'était promis de pas recommencer. Encore une photo de randonnée. Elle s'appelle Clémentine, puis ses parents ont un chalet à Sainte-Adèle. Tu vas lui demander le nom de ses chiens. Elle va te répondre Olive et Martini. C'est ce que vous allez commander le soir de votre date. Vous allez vous rencontrer dans ton bar préféré, celui avec les lumières tamisées et le tartare de saumon à 28 $. Vous allez faire l'amour, ça sera pas parfait, mais quand même mieux que ton dernier one night. Le lendemain, vous allez vous dire à bientôt et plus jamais vous revoir. Très vite, Clémentine va rencontrer Simon, avec sa moustache et son sweater Patagonia, 5e au Québec en spikeball, 4e de sa promotion à McGill, 3 ans qu'il n'a pas oublié son ex. Ensemble, ils vont partager 2 IPA, une nuit, puis 2, puis 3. Un soir, ils vont jouer à We're Not Really Strangers. Il va s'ouvrir sur le divorce de ses parents, presque avoir les larmes aux yeux. Elle va lui faire un thé à la camomille. Il va se dire que ça doit être la femme de sa vie, jusqu'à ce qu'il rencontre Naïma dans une fête. Elle aime la sociologie et la kétamine. Son parfum cardamome fleur d'oranger va l'émouvoir. Ils vont se revoir quelques fois avant qu'elle le ghost pour Sandrine, sa collègue bibliothécaire bisexuelle. Un coup de foudre comme dans les livres. Elles vont s'envoyer des poèmes de Verlaine et d'Apollinaire, des chansons de Lana Del Rey puis des TikTok d'éléphants qui tombent en courant. Elles vont partir en expédition en pyjama pour s'acheter des Skittles et de la vodka. Elles vont se trouver des surnoms bizarres mais cute comme Ninus Couche et Drinini. Un matin, Naïma va se réveiller avec des papillons dans le ventre, l'envie de lui dire je t'aime, lui présenter ses parents, de planter un jardin avec elle et d'investir dans un compte conjoint. Trop tard. Sandrine est partie sans crier gare en Thaïlande. Son seul message d'adieu, j'avais besoin de me retrouver, Drinini. Elle s'était promis de pas recommencer. Encore une photo en chest ou dans un vestiaire de hockey. Il s'appelle Brandon, puis il vit un gouffre existentiel immense. Déchiré entre l'école de l'humour ou l'actuariat, son père lui a jamais dit « je t'aime ». Depuis, il est emotionally unavailable. Elle va le consoler à sa façon. En quête de sens, elle va s'engager comme bénévole pour un organisme humanitaire. Elle va sonner à ta porte un mardi après-midi avec sa tuque orange. Elle va presque te convaincre de donner 100 $ par mois aux abeilles de Boucherville. Tu vas prendre son numéro puis l'inviter à développer sur la pollinisation puis les libellules à ton 2e bar préféré. Vous allez parler de tout sauf de biologie. Tous les deux, vous avez peur de la mort et des ascenseurs. Vous rougissez quand vous êtes gênés. Vous rêvez d'aventures à l'autre bout du monde et de spaghetti carbonara. Vous riez devant The Office et le cœur à ses raisons. Vous écoutez en boucle les mêmes chansons de Katy Perry. Vous êtes nostalgique, superstitieux, maladroit. Vous avez la même ambition et la même sensibilité. Vous allez rentrer en taxi, sous, et passer la nuit ensemble. Comme si rien n'existait d'autre que cette rencontre, cette parenthèse hors du monde. Ça va être magique et fragile, passionnel et déroutant. Le lendemain, déstabilisé, tu vas te mettre à penser. C'est quoi ce vertige que tu comprends pas? Elle aussi va être confuse. Son cœur se répare à peine de sa dernière relation. Elle va t'écrire « Merci pour la belle soirée ». Tu vas pas répondre. En fait, oui, tu vas répondre 12 heures plus tard. Merci à toi. Votre dernier message, ce sera ce Christy d'emoji bonhomme sourire. Les semaines vont passer, vous allez être occupés. Un soir, elle va hésiter pendant 45 minutes à t'écrire. Un matin, tu vas hésiter pendant 1 heure à lui écrire. C'est pas de votre faute. L'amour, c'est trop risqué. Dehors et dans vos téléphones, il y a trop de visages. Pourtant, un dimanche, vous allez vous sentir seul. Puis vous allez retélécharger cette foutue application. Celle aux 1000 casquettes et 1000 parfums. Et tout va recommencer. OK, 1, 2, 3. Je m'appelle Émile Roy, j'ai 26 ans et voici mon enquête sur l'amour moderne. Je suis une amoureuse de l'amour. Moi, je suis on appelle ça un hopeless romantic. Je suis de Loulou, moi. L'amour en 2025, c'est une game. C'est une grosse game. Peut-être qu'en ce moment, vous êtes pris dans des cycles d'amour éphémères et illusoires. Pendant longtemps, ça a été très difficile. Le dating, c'est vraiment pas facile. C'est souvent des déceptions en série. C'est plus difficile de créer des connexions profondes avec les gens. Peut-être que vous êtes célibataire et que vous rêvez d'amour véritable. Il y a une partie à moi qui doit se battre pour
vouloir l'amour. Je dîne seule, je soupe seule. Peut-être que vous avez été déçu par votre dernier situationship. Je pense que j'ai une vision un petit peu cynique de l'amour. Que vous êtes fatigué de recommencer sans cesse. J'ai peut-être eu, je sais pas, 15 premières dates différentes en comme quelques mois. Est-ce que ça veut dire que pour toi, l'amour avec un grand A, tu vas pas le revivre jamais? Pour moi, non. On a commodifié l'amour. On choisit un catalogue, on a tellement de critères. On a tellement plus de ressources, mais c'est peut-être justement trop. Penses-tu qu'en 2025, c'est plus difficile d'aimer aujourd'hui? C'est triste parce que je pense que oui. Dans tous les cas, promis, on va essayer de trouver des réponses. Comment trouver l'amour sain et durable au 21e siècle? C'est la grande question. C'est parti. J'ai rencontré une trentaine de personnes de 20 à 65 ans, des célibataires, des couples, des polyamoureux qui ont accepté de témoigner devant ma caméra. J'ai rencontré des sexologues, des sociologues et des scientifiques pour répondre à mes questions. Et j'ai fait une grande recherche. Parce qu'on mérite tous d'aimer et d'être aimé. Voici l'amour moderne. Je suis célibataire, puis je veux dire, j'ai tout le temps été célibataire, donc c'est sûr que je suis habituée. Je suis célibataire. Je t'avoue que ça a été vraiment difficile pendant plusieurs années, comme s'il manquait tout le temps quelque chose, comme une moitié que j'avais pas. Chercher la validation, chercher vraiment de comme quasiment supplier l'amour, là, si on veut. Je suis grandement célibataire, extrêmement sur le marché. Je peux te dire, et comme je le dis à tous mes amis, que moi, mettons, Tinder et Hinge, c'est le désert du Sahara est moins sec que le pool de dating dans ces applications-là pour moi. Célibataire, je vis ça bien quand même. Bien avec beaucoup de questionnements, peut-être. C'est dur certains jours, parce que moi, j'ai jamais été en couple de ma vie. Je veux dire, ça fait longtemps que je cherche à être en couple. C'est sûr que ça a été ma vie. Ben c'est ça, j'apprécie, of course, la liberté, pouvoir faire ce que je veux quand je veux, mais je trouve ça difficile. As-tu l'impression qu'on peut être bien célibataire? Juste célibataire? Si on peut être bien célibataire, Ouais, genre, j'aimerais bien, enfin c'est con, mais aller au resto, boire un verre, tu vois, ouais, regarder Netflix, enfin tu vois, sous une couette. Puis là, en ce moment, tu le fais pas vraiment. J'ai essayé. Et bon, ça marchote, quoi, c'est... Il y a une espèce de dating fatigue qui se crée au niveau des dating apps. On est devenus désabusés. On a fait des rencontres, ça n'a pas fonctionné. Puis là, ça a enlevé la magie. Si on additionne célibat puis attente amoureuse passionnelle, renversante, qui bouleverse une trajectoire, bien, plus on passe de temps à rêver de ça, plus c'est peut-être difficile. En fait, on devient rigide dans ce qu'on souhaite comme scénario. Puis cette rigidité-là, bien, peut-être nous empêche finalement de vivre des choses. C'est tellement facile de se déconnecter. Il y a comme une facilité à juste disparaître quand ça me... du jour au lendemain, si la personne ne me satisfait pas. C'est à cause du paradoxe du choix. Dans le sens que lorsqu'on est dans une application de rencontre, on a tendance à avoir plusieurs options de personnes avec qui on peut matcher. Puis on a l'impression de toujours pouvoir trouver mieux. Ce qui peut arriver qu'on va se désengager, mais aussi vouloir avoir une certaine distance. Donc, on va tout traiter avec une distance émotionnelle. Donc, par exemple, on va moins s'attacher, peut-être on va moins pousser, moins faire d'efforts pour rencontrer quelqu'un. On va peut-être mettre nos œufs dans différents paniers. Donc, aussi, il va y avoir une fatigue parce qu'on a ouvert trop de dossiers. J'ai quand même été victime beaucoup de ghosting, qui est quand même un fléau qui est de plus en plus présent. C'est ce qui fait en sorte qu'on en vient à se protéger, à tempérer nos émotions, à plus même profiter de ce qui peut s'offrir à nous en soi, qui cause probablement d'autres déceptions. C'est vraiment un cercle vicieux. Souvent, malheureusement, je vais juste arrêter d'écrire au gars parce que je veux pas m'engager, parce que je sais pas, tu sais, je le file pas ou je sais pas, tu sais, j'ai juste trop d'affaires à gérer. De rencontrer quelqu'un
une première fois, puis de voir si je passe le test, s'il va me réécrire, si je vais me faire ghoster. C'est pas du tout une dynamique que j'aime. Je trouve ça horrible. Moi, ça m'amène beaucoup d'anxiété aussi. Je pense que c'est ingrat d'avoir 26 ans des fois en 20-25. On a certains amis qui sont en couple depuis très longtemps. Il y a des gens qui commencent à se marier. J'ai des amis qui me disent qu'ils sont enceintes, puis c'était super planifié. Mais il y a plusieurs autres de mes amis qui sont vraiment pas rendus là. Les dernières expériences que j'ai eues, et en fait pas que moi, plein d'amis, c'était genre du hyper instable, ce qu'on appelle les situationships. En général, ça c'est un truc je pense qui va revenir souvent. Notre lien, amis proches, je sais pas. J'aime pas, tu vois, c'est ça il y a un mot en anglais que j'aime pas trop. Situationship. Il y a un mot en français qui s'appelle amireux. Je sais pas si j'ai entendu. Hey, c'est bien cool. On est amireux. Ben, I guess. Vous voulez savoir la formule du cocktail chimique le plus puissant au monde? L'amoretto sour. Ou juste l'amour. Voici tous les ingrédients. Normalement, pas besoin de penser à l'épicerie, je pense que vous avez tout ça à la maison. Ça commence avec une rencontre. On s'est rencontrés grâce à l'application Bumble. Il y avait quelqu'un, qui est mon copain, qui lui avait vraiment trop bu au point où ça l'allait pas. Donc, tout le long de cette fête-là, je me suis juste occupée de lui. Pas très élégant, d'autant plus qu'il se souvenait plus de moi le lendemain. C'était votre première rencontre. C'était notre première rencontre. Ça faisait longtemps que j'étais sur Tinder puis que j'étais un petit peu tanné. Elle m'a donné un super light. Sans faire exprès. Versez d'abord 15 ml d'adrénaline. Ça, c'est le stress du début, comme une décharge électrique. On s'est regardés l'un et l'autre, crispés comme deux bâtons de popsicle qui essaient de se donner un petit bec, tu sais. Puis la dopamine qui embarque, 30 ml, votre cœur qui bat à toute vitesse, vos pupilles qui se dilatent. Une tempête neurochimique. Vous pourriez courir un marathon ou escalader la plus haute montagne du monde. Pourtant, vous avez choisi d'aller partager un Aperol Spritz avec Kevin de Bumble. C'est le désir et c'est la base. On enchaîne avec 30 ml de sérotonine. Vos systèmes nerveux qui s'apaisent, la rencontre est réussie. La sérotonine qui nous dit « Ah, ça c'est le bonheur, ça je me sens bien ». Mais notre relation s'est basée finalement sur une décision que j'ai faite, c'était est-ce que je prends de la salade de choux crémeuse ou traditionnelle? Je me suis retourné et j'ai dit « Ben, ça va être crémeuse », puis elle a dit « Ben, une chance, t'as choisi ça ». Ajoutez 3 pincées d'ocytocine, d'ailleurs qui contrebalance l'acidité du stress qu'on a mis au début. L'ocytocine, c'est l'hormone de l'attachement. Ajoutez un peu de dopamine, un peu de désir. Là, la quantité ici peut varier. Moi, j'y vais à l'instinct à ce moment-là. Et c'est dans sa Toyota Yaris 2014 que vous vous embrassez pour la première fois. Ajoutez 15 ml de testostérone. Le pouvoir sexuel, l'appétit sexuel. 30 ml de plaisir, quelques gouttes de passion. Et puis maintenant, c'est le temps de brasser tous les ingrédients. Vos systèmes nerveux se réactivent, la dopamine se mêle aux endorphines. C'est l'acte sexuel. Si tout se passe bien, et on vous le souhaite, vos corps se synchronisent, tout ça accélère, les ingrédients se mélangent et puis vous déversez dans 2 verres. Vos systèmes nerveux se calment soudainement. Là, c'est l'apaisement, l'intimité. C'est peut-être à ce moment-là qu'il vous avoue qu'il est fan numéro 1 d'Olivia Rodrigo. On va ajouter précisément 30 ml de sérotonine et puis une autre pincée d'ocytocine, parce qu'il n'y en a jamais assez, pourquoi pas. Et puis mélangez lentement. Vous vous sentez comme si vous sortiez d'un sauna vapeur en Norvège avec des aurores boréales. C'est le début de l'amour et c'est la 2e étape. C'est comme d'avoir la complicité avec quelqu'un que j'ai l'impression que c'est comme un peu mon autre moitié, que j'aurais peut-être pas pensé même que ça aurait été comme possible de se compléter à ce niveau-là. Je conseille ça, là, de sortir avec quelqu'un avec qui on rit, on aime, on rit, c'est le fun. Maintenant, il faut ajouter 3 quartiers d'empathie. C'est ce qui permet à vos systèmes nerveux de se synchroniser, se sentir joyeux avec l'autre ou triste avec l'autre. Tu sais, quand on regarde quelqu'un, puis on sait tout de suite ce qu'elle pense. À ça, on ajoute un ingrédient secret, mais très important, l'illusion, que certains d'ailleurs appellent l'ingrédient des loulous. Vous devez utiliser votre imagination pour vous convaincre que dans les milliers de cocktails possibles, celui-là, c'est le bon. Moi, avant même de prendre la décision d'avoir un enfant avec mon fiancé, je pouvais super bien le projeter dans le futur parce que je sais ses qualités. Maintenant, il faut laisser reposer tout ça quelques temps. J'ai pas la durée exacte dans mon livre de cuisine. Pour certains, c'est quelques semaines. Pour d'autres, c'est quelques mois. Pour d'autres, c'est quelques années. Pourtant, c'est nécessaire. C'est la 3e étape et ça s'appelle l'attachement. Je pensais pas que ça allait atteindre à ce point-là parce que, tu sais, aujourd'hui, maintenant, on est fiancés en plus, fait que c'est ça. Dans la neurochimie, encore une fois, de l'amour, il y a toujours, on pourrait dire, un yin et un yang pour essayer de trouver un genre d'équilibre. Est-ce qu'il y a un juste équilibre dans l'amour? Peut-être pas. Dans tout bon cocktail amoureux, il y a d'abord le désir, puis l'amour, puis l'attachement. Toujours dans cet ordre, sinon ça peut exploser. Donc, à concocter à vos risques et périls, santé.
Excellent. Je sais pas si tu connais l'expression « des loulous ». Ouais, mais je me considère des loulous, honnêtement. Là. Je suis quelqu'un qui part sur ses grands chevaux, qui, dès la première rencontre, va s'imaginer un futur avec la personne. Je suis du genre à souvent avoir des crushs faciles sur des gens que je rencontre, justement, mais souvent sont indisponibles. Je m'invente cette personne-là dans ma tête. Je m'invente à quel point ça peut être nice. Moi, je suis quelqu'un qui est des loulous. Dès que je rencontre quelqu'un, je fais comme « Ah, ben ça pourrait peut-être marcher, on pourrait peut-être faire ça. » Penses-tu qu'on est nombreux à être des loulous? Je pense qu'on est très nombreux à être des loulous. J'ai plein de déloulous aussi autour de moi. Si on l'est, c'est aussi parce que on croit très fort à l'amour. Il y a un siècle, il n'y aurait pas autant de gens qui se diraient des loulous, hopeless romantic, parce que on ne cherchait pas avec autant d'ardeur à expérimenter l'amour romantique. C'est un spectre, là, le delusion. Le spectre des loulous. Exactement, le spectre. On va faire le graphisme. Exactement. Avant, j'étais comme là, j'étais extrêmement delusional. Là, je suis passée à l'autre côté du spectre où j'étais 100% cynique et j'étais en train de croire constamment le pire. J'avais tendance justement à comme assumer le pire, ne pas le communiquer et vouloir mettre fin à des situationships rapidement par crainte de me faire blesser. Donc, il y a un entre-deux peut-être qui est sain à trouver. Exactement, il y a comme une balance qu'il faut trouver. C'est tout un jeu, un très mauvais jeu d'ailleurs, je pense, mais que si tu joues, il faut connaître les règles. Faut comme tu te montres intéressé, mais pas trop. Faut pas que je réponde trop vite parce que sinon, j'ai l'air désespérée, j'ai l'air d'attendre le message de la personne. Faut pas que je réponde trop lentement parce que là, j'ai l'air trop détachée puis j'ai l'air de vraiment complètement m'en foutre. Réponds-y pas pendant 3 jours, la personne va être folle de toi. S'il prend 3 heures pour te répondre, il t'aime pas, il s'en fout de toi. Ah, ça me tue. Qu'est-ce que tu penses de cette game? Ah, mon Dieu, wesh. Oh! J'en peux plus! Genre, ça me rend complètement folle. C'est même pas drôle, la gang. Faut arrêter de faire ça, là. Oh, 3 i à la fin de ton oui avec 2 points d'exclamation puis la suranalyse des textos, ça suffit. C'est tellement... Ça prend tellement d'énergie puis ça gaspille tellement du temps dans ta tête. Il y a vraiment, ce truc, genre, ça fait overthink de fou. C'est terrible, genre. Ouais, j'overthink tellement tout, là. C'est une game, en effet, vraiment, vraiment épuisante. Et j'ai l'impression que beaucoup d'entre nous sommes victimes de ça. En tout cas, moi, oui. C'est qu'en fait, tu dois toujours être disponible. Mettons, comparé à avant, quand, mettons, je sais pas... Téléphone. Mettons qu'on va vraiment, vraiment loin, quand il n'y avait pas de texto, il n'y avait pas d'email, on s'envoyait des lettres. On s'est dit, on devrait faire comme avant, puis s'écrire des lettres, mais pas des lettres. Des courriels, puis juste la première fois que j'ai écrit un courriel à Ludo, quand je suis rentrée à Jonquière la première soirée, je me suis assise, puis j'étais toute contente. Tu sais, tu prends le temps de raconter à la personne comment tu te sens. Puis là, tu prends le temps de poser les questions. Puis tu sais, je sais que Ludo, il va lire ce courriel-là dans 3-4 jours. C'est extraordinaire. Puis t'es pas en train d'attendre le courriel à chaque minute après. Non, c'est ça. Ça te permet de développer. Puis t'as aucune pression, c'est vraiment sans pression. Tu le fais quand t'as le temps. Tu t'appliques. Donc, est-ce qu'on devrait introduire à la communauté québécoise le fait de se réécrire des courriels et arrêter de texter? 100%, Bring back les courriels! Ouais. Courrier du cœur. Présentement, j'ai Tinder, Hinge et Facebook Rencontre même parce que j'étais un peu désespérée. Je pense que j'ai déjà mis Fruits, mais c'était pas concluant, mettons. C'est comme tu magasines une relation. C'est vraiment un magasinage au final. Les applications de dating, ça te bourre d'informations, ça te bourre de photos, ça t'envoie plein de choses d'en face tout le temps, juste pour te garder plus longtemps en fait sur cette application-là. Les applications de rencontres sont des entreprises privées. Tinder et Hinge appartiennent à la même entreprise, Match Group, qui possède une quinzaine d'apps de rencontres. Comme toutes les entreprises privées, elles peuvent avoir des objectifs secondaires, comme créer des rencontres amoureuses, mais leur objectif principal, c'est de faire du profit. Et pour faire de l'argent, les apps de rencontres utilisent toutes sortes de stratagèmes discutables. Parlons de Tinder d'abord. Le fonctionnement est simple. Vous swipez des centaines de profils, à gauche, à droite, puis vous avez éventuellement un match, une personne qui vous a liké aussi. Vous pouvez ensuite discuter et possiblement aller en date, peut-être au mini-pod fluorescent dans le noir ou ailleurs. Tinder, Grindr, je suis sur toutes les applications de rencontres, mais c'est toute la même chose. J'étais souvent sur mon cellulaire. Et souvent le soir parce que je finissais de travailler super tard, je rentrais chez moi, puis là je me couchais tard parce que on swipe, puis c'est addictif aussi. Tinder fonctionne exactement comme une machine à sous au casino.
Vous jouez à un jeu avec une récompense aléatoire, un match qui vous donne une poussée de dopamine à intervalles irréguliers. C'est la recette de l'engrenage psychologique parfait. Sauf qu'à la place des cerises et des signes de dollars sur une machine à Las Vegas, ben vous jouez avec des êtres humains. Ça commençait dans les dernières années avec des espèces de, je dirais, de montagnes russes où les gens soit allaient déliter complètement, supprimer les apps de leur téléphone, le retélécharger. Donc, c'est un peu la blague que finalement, t'en étais jamais vraiment débarrassé. T'étais même en petite relation toxique avec tes applications de rencontre. Bumble, par exemple, vous montre presque uniquement des gens qui vous ont liké dans les premières 24 heures. Comme ça, vous avez une sorte de boost de match au tout début, une sorte de frisson initial, comme une poussée de dopamine qui n'est pas sans rappeler le fonctionnement de plusieurs drogues, comme la coke ou la MDMA, qui crée un high énorme à la première utilisation, puis vous réessayez sans cesse, sans jamais retrouver ce premier feeling, sans jamais y arriver. Vous êtes pris dans cet engrenage psychologique. Je l'admets, j'ai même payé pour certaines. Je voulais voir un peu comment c'était. Plus tu passes de temps sur ces apps-là, plus tu réalises que c'est assez difficile d'être vraiment toi-même. Malheureusement, on se retrouve dans une myriade d'interactions très impersonnelles. Et c'est ça qui est, à mon avis, extrêmement pénible sur les applications de rencontres, fatigant, épuisant, parce que cet effort pour personnaliser une relation impersonnelle demande beaucoup d'énergie. Toutes les apps de rencontre fonctionnent sur un même paradoxe. Si leur produit fonctionne trop bien, ça marche pas du tout, elles se tirent dans le pied. Parce que si vous tombez amoureux trop vite, vous supprimez l'application. Mais si leur produit fonctionne pas du tout, personne n'en parle, personne les télécharge, ça marche pas non plus. Alors, les apps de rencontre doivent créer consciemment un produit qui fonctionne à moitié, qui crée parfois des vraies rencontres, mais souvent des vraies déceptions. Je m'essaye, je rentre dans la game, je mets des belles photos de moi, je mets une belle description, je reçois des matchs, on me supprime tout de suite après dès que j'ai le match, ou on me parle juste pas. Je réalise que d'aller à la rencontre d'une personne que tu as rencontrée sur des applications, pour ma part, je me sens pas moi-même quand je rencontre la personne, je sens que je performe quelque chose plutôt que d'être vraiment moi. Mais plongeons dans la mécanique réelle de ces applications, voulez-vous? Tinder et Bumble utilisent tous les deux le système de classement Elo. Qu'est-ce que c'est? C'est un score, typiquement de 1000 à 2800, qui est utilisé à la base pour classer les joueurs d'échecs. Donc, si vous avez un score de 1600, vous allez jouer contre des joueurs qui ont un score d'environ 1600. Tinder, au départ, utilisait exactement cette manière de classer les gens. Plus on vous like, plus votre score augmente. Plus on vous ignore, plus votre score diminue. On vous attribue un chiffre, c'est votre score d'attractivité. Et ensuite, on vous présente des gens qui ont un score similaire au vôtre. Bumble utilise exactement la même méthode. Bon, c'est discutable, je vous entends, mais depuis 2019, Tinder dit avoir fait évoluer son algorithme. Maintenant, ils vont analyser chacune de vos photos, tous vos messages échangés sur l'application. Ils vont analyser le type physique qui vous intéresse en particulier et le temps passé sur l'application. Différence notable du côté de Bumble, on va vous proposer des gens de tous les types physiques sans se fier à vos préférences. Ensuite, on va parler de Hinge, qui est très populaire ici au Québec. Peut-être que vous l'avez dans votre téléphone en ce moment. Hinge n'utilise pas le système Elo, comme Tinder et Bumble. Hinge utilise plutôt un autre algorithme qui s'appelle l'algorithme de Gail Shapley, qui est un système mathématique et économique qui a gagné un prix Nobel d'ailleurs. Et ça, c'est un buzz qui passe, mais tout ça fait partie de la chose. En gros, l'algorithme de Hinge analyse deux groupes de personnes et crée des matchs entre celles et ceux qui sont les plus compatibles. C'est l'algorithme du compromis. Hinge ne se contente pas de vous proposer des gens que vous pourriez aimer. Hinge vous propose des gens qui pourraient vous aimer, même si ces gens-là sortent de vos critères habituels. C'est l'application conçue pour être supprimée, selon leur slogan. En réalité, c'est l'application qui est conçue pour faire à peu près tout, sauf pour être supprimée. On se rappelle que Hinge appartient à Match Group, la même compagnie que Tinder. Début 2024, un recours collectif est déposé contre Match Group. Les plaignants affirment que, et je les cite, le modèle économique prédateur de Match et de ses applications escroque les personnes en quête d'amour. Son algorithme récompense l'usage compulsif de ces plateformes et les pousse à payer des centaines de dollars par an en abonnement. Les apps de rencontre ont contribué à créer un nouveau marché de l'amour, un nouveau monde, avec de l'insatisfaction chronique, du FOMO, une surabondance de choix, la désensibilisation aux émotions, la facilité à ghoster, la superficialité des rapports et un vrai impact sur la santé mentale et sur l'estime de soi. Bien sûr, il y a aussi des points positifs. Il y a des couples qui se sont formés et qui vont continuer de se former sur les apps de rencontre. Il y a une étude récente qui nous dit que les couples formés sur les apps de rencontre sont pas moins solides que les autres. Moi, clairement que les apps de rencontre existent en tant que petite introvertie.
merci. Genre. Les applications de rencontres ne sont pas mauvaises en soi, mais c'est le monde d'illusions qu'elles peuvent créer qui est dangereux. Si on peut passer une belle soirée au casino avec ses amis, à jouer au blackjack, mais on peut aussi s'y jeter tête première et perdre sa maison et ses REER. Très rapidement, lorsque tu participes à ce genre d'exercice-là, tu fais un genre de tableau. Fait que tu essaies de tout cataloguer, caractériser, puis avoir des indicateurs chiffrés. Et ça, ça peut être dangereux. Moi, ce que je crois profondément, c'est que pour avoir un amour sain, un amour pur, il faut une connexion. Puis mon impression, c'est que les gens cherchent plutôt des critères. Certains cherchent plutôt des critères qu'une connexion parce que justement, c'est tellement rapide. Puis on a tous une liste, nos besoins, nos préférences, appelle ça nos critères. Puis moi, avec le temps, ben j'ai appris que tout ça, ça valait pas grand-chose. Parce que dans le fond, ce que je veux le plus, c'est une nouvelle expérience. Donc, swiper, oui, mais avec modération. Et n'oublions jamais le plus important, le contact humain, l'imprévu, la spontanéité, la chimie et surtout la volonté de s'engager dans la vraie vie. Tu sais, c'est arrivé, j'étais super attachée à un gars. Pendant comme 1 mois, on avait des discussions, puis on s'est juste vu au total 2 fois, mais j'étais vraiment investie. Puis finalement, lui, à la fin, il voulait pas quelque chose de sérieux. T'sais, il me dit « Ah non, je sors d'une grosse relation. » Récemment, c'est ça, j'avais rencontré une personne que je m'étais ouvert à lui quand même rapidement. Les deux, on s'était beaucoup ouverts l'un à l'autre. Puis au final, après quelques rencontres, il a décidé de mettre un terme à peu importe ce qu'on était. Puis ça m'a vraiment fait de quoi parce que je m'étais tellement ouvert à lui. Puis là, maintenant, lui, il a comme toutes ces informations-là sur moi. Puis comme, si je veux dire, il fera rien avec ces informations-là, mais genre, je sais pas, de savoir que quelqu'un connaît tout ça sur moi alors qu'il est plus dans ma vie, puis que ça n'a pas été genre, ben, que c'est pas moi qui ai pris la décision, je trouve ça dur. Ouais. Avez-vous l'impression de répéter toujours le même pattern en amour? La même rencontre, la même excitation, les mêmes attentes, la même euphorie, la même déception. C'est comme le 14e remake de Spider-Man. Tu sais, à un moment donné, on a compris l'histoire. Promis, aujourd'hui, on va trouver des façons de sortir de ce scénario. La première chose à faire, c'est de comprendre c'est quoi son style d'attachement. Avant, un peu moins maintenant, j'ai l'impression que je carburais aux miettes qu'on me donnait. Dès qu'on me donnait un peu d'attention, j'allais la chercher automatiquement, mais sans me poser vraiment la question, est-ce que la personne m'intéresse? N'importe qui pouvait me donner de l'attention, je le prenais. Je m'attache très rapidement, puis je deviens intense. Je me connais très bien, puis je deviens très intense. Voyez-vous, en amour, il y a des mécanismes à l'intérieur de nous qu'on ne contrôle pas. Ça nous vient de notre enfance, et notamment de notre relation avec nos parents. Dans les années 80, il y a des psychologues qui ont mené une série d'expériences avec des jeunes enfants. Ils se sont rendus compte qu'en l'absence de leur mère, les enfants pouvaient réagir de 4 manières différentes. 4 patterns émotionnels qui prédisent avec haute fiabilité notre comportement amoureux plus tard dans la vie adulte. Donc, que vous soyez Jacqueline, 82 ans, ou Mathéo, 8 ans, on appartient tous à une de ces 4 catégories. Les voici. 1. Anxieux. Besoin d'être rassuré, besoin d'intimité, détresse en l'absence de l'autre, peur profonde de l'abandon. Et ce qu'il va faire, c'est qu'ils vont avoir besoin d'être rassurés beaucoup, de s'assurer que la personne ne va pas quitter. 2. Évitant. Besoin d'indépendance, montre peu ses émotions, minimise l'intimité, même peur profonde de l'abandon. Vont paraître du moins avoir une plus grande indépendance dans leur relation, vont chercher plutôt à s'éloigner, surtout quand ça devient plus engageant. 3. Désorganisé. Passe de anxieux à évitant selon les jours, à la fois un besoin et une peur de l'intimité, alternant trop de communication et aucune communication, même peur profonde de l'abandon. Donc, vont vouloir, en fait, éviter la situation quand on sent que ça pourrait développer une plus grande intimité et donc potentiellement nous blesser. Mais à l'inverse, vont avoir besoin d'être énormément rassurés. 4. Sécure. Exprime ses émotions ouvertement, à l'aise avec l'intimité, peut dépendre de quelqu'un qui, en retour, dépend de lui, chaleureux, aimant. On n'a pas vraiment de difficulté à entrer en relation avec les personnes. On a également une facilité à faire confiance à l'autre et donc à avoir confiance aussi en la relation. Alors, est-ce que ça vous évoque quelque chose? Comprendre son style d'attachement,
ben c'est la clé pour enfin sortir du même pattern et débloquer tous les autres scénarios amoureux. Ben, je suis vraiment dépendante affective, puis dans mes autres relations, j'étais incapable d'être toute seule. Tout le temps besoin d'être rassurée. Quand la personne ne te répond pas à ton téléphone, tu passes une mauvaise journée, puis ça angoisse. Ouais, je pense que je suis peut-être les deux, là. Évitante et anxieuse. Désorganisée, donc. C'est sûr que mon style d'attachement, c'est anxieux, 100%. Dès que quelqu'un va agir d'une manière différente avec moi, du jour au lendemain, ça va me faire tilter puis ça va me faire spinner sur des scénarios. De la façon que moi, j'ai grandi dans mon modèle familial, je pense que j'ai un modèle d'attachement qui tend plus vers désorganisé. J'étais très insécure pendant longtemps, très sécure dans ma longue relation pendant très longtemps. Puis là, maintenant, ça dépend de la journée, peut-être. Quand quelqu'un est évitant, je suis anxieuse, insécure. Puis quand quelqu'un est insécure, je deviens évitante. C'est très paradoxal, mais on dirait que c'est une dynamique presque que j'aime. Le push-pull. Est-ce que c'est une dynamique qui, par contre, est bonne pour créer des relations non, durables? Non, absolument pas. Peut-être que c'est ma zone de confort aussi, puis que quand ça devient stable, ce n'est plus ma zone de confort, puis c'est là que ça devient en fait inconfortable, donc... La vie, c'est pas noir ou blanc. Peut-être que vous avez des traits anxieux, des traits sécures, des traits évitants, mais globalement, à l'instant où vous regardez ce petit film, vous tombez dans une de ces 4 catégories. Pourquoi c'est important? Parce qu'on devrait tous viser un style d'attachement sécure. Non seulement parce que c'est ce qui crée des relations saines et durables, toute la recherche nous le dit encore et encore, mais aussi parce que c'est ce qui permet de vivre le célibat de manière beaucoup plus sereine et positive. Donc c'est bon dans tous les cas de figure. Alors la grande question, comment on devient sécure? D'abord en étant conscient de son style d'attachement et ensuite en sachant que c'est malléable avec du travail sur soi, la thérapie, les amis, la famille, le sport, les projets, le travail et surtout, on devient sécure en allant vers des gens qui sont sécures. Nous, on peut travailler sur nous, mais si on est avec quelqu'un qui va peut-être beaucoup réagir à nos façons de réagir et qui n'est peut-être pas un terreau fertile pour ça, bien, il y a peut-être besoin que les deux personnes travaillent sur leur connexion. Là, je vais vous dire quelque chose qui va peut-être vous choquer, mais les gens sécures sécurisent leur partenaire. Et à l'inverse, les gens insécures insécurisent leur partenaire. Et malheureusement, sur le monde du dating, il y a beaucoup de gens insécures qui se retrouvent avec d'autres gens insécures. Voici le scénario le plus populaire dans le monde du dating. C'est comme le Interstellar du monde du dating. Une personne anxieuse date une personne évitante ou désorganisée. C'est ce qu'on va appeler la montagne russe de l'attachement. Imaginez que vous êtes la personne anxieuse. Bon, très tôt dans la relation, vous recevez des signaux contradictoires. Il vous texte, mais il prend quand même tout son temps pour le faire. Il s'intéresse à vous, mais en même temps, il vous laisse comprendre qu'il pourrait voir d'autres personnes. Un jour, il est très chaleureux, un jour, il est froid. Un jour, c'est l'amour fou, un jour, c'est silence radio. À force de recevoir ces signaux ambivalents, ben, votre système d'attachement et votre système nerveux s'activent. Et c'est normal, vous devenez quasiment obsédé par la relation. Donc, cette personne-là, évitante-là, elle va vouloir créer de la distance, elle va vouloir s'enfuir. Là, on a une autre personne qui, dès qu'elle voit des signes d'évitement ou de distance, elle va freak out. Elle, ce qu'elle va vouloir faire, c'est aller chercher d'autant plus, aller se faire rassurer, aller venir consolider finalement l'engagement, peut-être même aller chercher encore plus d'engagement. Mais la personne qui a peur de ça, qui sent que ça va très vite et qui a envie de s'éloigner pour se protéger, va avoir encore plus envie de s'éloigner. Et là, on vient vraiment créer un jeu de couverte, en fait, littéralement comme dans un lit, où qui va finalement gagner, mais personne cherche à aller vers l'autre, on cherche plutôt à aller vers soi-même. Si vous passez beaucoup de temps dans ces montagnes russes, il y a quelque chose d'intéressant qui commence à se produire en vous. Vous associez peu à peu l'anxiété et la préoccupation que vous vivez avec l'amour. Vous confondez système d'attachement activé et passion amoureuse. Ce qui est tragique, c'est que si vous passez trop de temps dans ces montagnes russes, bien, vous finissez par être uniquement attiré par des gens qui vous rendront malheureux. Si vous êtes aujourd'hui sur le marché du dating, ce que je suis en train de vous dire vous touche, que vous le vouliez ou non, parce que sur le monde du dating, il y a surtout des gens évitants, anxieux et désorganisés. La prochaine fois que vous fréquentez quelqu'un et que vous vous sentez anxieux, que vous doutez de tout ce que vous faites, comme si vous naviguez dans le noir avec quelques moments d'euphorie épisodique, ben, dites-vous que c'est très probablement juste votre système d'attachement qui s'emballe et non pas de l'amour. Alors vous allez me dire, oui, mais Émile, l'amour, c'est quoi? Ben, l'amour, c'est très exactement l'inverse.
L'amour, c'est une base de sécurité. C'est une force tranquille qui rassure, qui apaise. Alors on arrive à une deuxième tragédie. Qu'est-ce qui arrive le jour où vous rencontrez quelqu'un de sécure? Parce qu'on le dit, c'est la meilleure manière d'arriver à une relation saine et durable. Il ou elle communique de manière honnête, transparente, sans jouer de game. Il n'y a pas de signaux mixtes, pas de chaud-froid, pas de suspense insoutenable. Comme vous êtes habitué à associer système d'attachement activé et amour, bien, le jour où vos nerfs ne dansent pas la gigue en vous, vous vous dites, attends, il y a quand même quelque chose qui cloche. Ça ne peut pas être la bonne personne pour moi. Vous avez passé trop de temps dans les montagnes russes. Pour vous, l'amour, c'est l'incertitude. Alors, quand ça devient une certitude, quand ça devient possible, vous laissez passer la personne parfaite pour vous. Ce qu'il faut faire tous ensemble aujourd'hui, c'est de chercher cette force tranquille de l'amour malgré l'appel des manèges. Faut pas chercher quelque chose de flashy. Faut pas... Ils sont le fun, les montagnes russes, là. Mais je pense pas que c'est ça qui est plaisant au quotidien. OK. Est-ce que c'est normal de pas avoir le petit stress un peu, de pas avoir comme la petite anxiété du début? Ben c'est vraiment juste ça, le début d'une relation saine. Ça peut paraître un peu plus moins toutes les étincelles du début, mais t'en as vraiment beaucoup plus à la longue, puis c'est comme ça que tu trouves, je trouve, ta personne un peu qui te complète, là. C'est aussi de se sentir en sécurité. Tu sais, je dis souvent, je dis à ma blonde, you feel like home. Le plus gros red flag chez quelqu'un. Oh my God, il y en a trop. Quelqu'un qui a pas d'humour, mais quelqu'un qui a pas d'intelligence émotionnelle. Quelqu'un qui est pas ouvert à apprendre. Quelqu'un qui veut le contrôle. Le peu d'écoute. Être indécis. Exemple, t'es sur ton téléphone, puis l'autre arrive à côté. T'es dans le même. La communication, quelqu'un qui est pas capable qui prend beaucoup de temps à te répondre, quelqu'un qui est pas capable de communiquer ses sentiments, ses besoins. Oh my God, la personne qui monologue tout seul. Qui est pas du tout humble. Je trouve que ça cache une fausse confiance. Quand il y a des photos du gars qui est genre en chest, là, qui flex, là. C'est un red flag. Ton film d'amour préféré? Tu sais, le film de Disney, là, avec le feu et l'eau, là, élémentaire. LOL. Avec Miley Cyrus. Je crois que c'est la série The Kissing Booth sur Netflix. Tu me l'as fait écouter, c'est Notting Hill. Oui, c'est ça, Notting Hill. Je sais pas pourquoi j'aime ce film-là. Twilight 2. Je suis prête à dire Twilight. T'es sérieuse? Ah, hey, wesh. j'étais une fière ben Twilighter. Franchement. The Bridge of Madison County. The Holiday, c'est vraiment cute. Ouais. Elvis et Annabelle. The Notebook. Attends, c'est parce que je connais pas les noms de films. C'est une fille qui a comme une famille là, assez riche. Puis là, elle rencontre un gars. Elle est juste là pour l'été. Puis là, elle est censée repartir. Puis là, son père, il veut vraiment pas qu'elle soit avec le gars. Attends, puis là, il construit une maison. Non, il construit une maison. En tout cas, les gens, peut-être, si je le garde, les gens pourront dire dans les commentaires. OK. En amour, pourquoi l'herbe a l'air toujours plus verte de l'autre côté de la clôture? Pourquoi on désire souvent ce qu'on n'a pas? Pour répondre à cette question fondamentale, il faut faire une petite excursion philosophique. Je pense qu'à l'intérieur de chacun de nous, il y a trois personnages, trois voix qui s'affrontent, Aristophane, Socrate et Spinoza. Aristophane, d'abord, c'est un poète comique de la Grèce antique. Dans le banquet de Platon, il assiste à une soirée mondaine durant laquelle toutes sortes de fantassins font à tour de rôle un discours sur l'amour. Aristophane se lève et raconte les origines de l'amour. Il nous dit, dans un passé très lointain, les humains étaient des sphères à 4 bras, 4 jambes et 2 sexes, des genres de Bakugan siamois. Et un jour, par orgueil, ils ont choisi de défier les dieux. La punition a été terrible, les humains ont été coupés en deux. C'est par cette séparation violente que l'amour est né. Chaque moitié, affaiblie, s'est mise en quête de trouver sa deuxième moitié. C'est la théorie de l'âme sœur. L'amour serait un remède qui nous redonne le sentiment d'être entier. Selon Aristophane, donc, l'amour guérit parce qu'on est brisé, on est incomplet. On le voit vraiment dans les histoires qu'on nous apporte comme jeune petite fille. Tu pourrais être prise dans une tour, puis un jour, de toute ta misère, de toute ta
ta souffrance, il y a un prince charmant qui va venir te sauver, puis là, ben, tous tes rêves seront exaucés, tu vas vivre heureuse jusqu'à la fin des temps. Voici ce qu'il faut comprendre. Aristophane décrit l'amour moderne. Il décrit l'amour de 2025, l'amour de Tinder, de Love is Blind, des edits TikTok d'Euphoria, de Paul Mescal. Encore aujourd'hui, énormément d'entre nous pensons l'amour comme un remède à la solitude, comme un antidote à tout ce qu'il nous manque. Moi, je pense qu'Aristophane a tort. En essayant de trouver notre âme sœur, par définition, un idéal impossible à atteindre, on ne fait que répéter les mêmes cycles d'amour éphémères. À force de chercher un miroir rassurant qui n'existe pas, on ne fait que s'éloigner des autres. C'est une stratégie d'évitement classique. Pour ne pas risquer la vulnérabilité et le rejet, mieux vaut se faire une idée romanesque de l'amour et passer sa vie à ne jamais l'atteindre. Certains disent que ma génération n'est plus romantique. Moi, je pense qu'au contraire, c'est parce qu'on est plus romantique que jamais qu'on ne trouve pas l'amour. Dans le domaine de l'amour, il y a une attitude pessimiste qu'on pourrait résumer brièvement en cette idée que la médiocrité présente du monde fait en sorte que trouver l'amour durable est impossible. Or, quand on fait un peu d'histoire, on se rend compte que ce discours pessimiste-là existe à travers les époques. Par exemple, il y a quelqu'un qui écrit il y a 10 ans « Ah, on est tellement loin des longs courriels d'amour. » Je lisais dans les années 90 des gens qui disaient « Ah, aujourd'hui, tout le monde est sur son téléphone cellulaire. » J'ai trouvé un travail d'une étudiante dans les années 60 qui dit « Ah, aujourd'hui, tout le monde n'est intéressé que par sa jouissance personnelle. Personne ne cherche l'amour durable. » Au début des années 1900, des gens qui disent « Ah, aujourd'hui, les jeunes ne veulent que flirter, cette pratique importée des États-Unis. » Le plus loin que je suis allé, c'est au 13e siècle, où dans des chansons, on dénonce les falses amadors, c'est-à-dire les faux amoureux, des séducteurs qui se font passer, qui jouent l'amour. Donc cette idée-là n'est pas nouvelle du tout. Cette idée-là est pas nouvelle et, à mon avis, c'est mon hypothèse, elle est au cœur du récit amoureux. On veut que l'amour, ce soit pas quelque chose qu'on fait, mais qui nous arrive. On s'inscrit sur une application de rencontre ou on flirte, mais on s'attend à rien. Ah, je cherche pas l'amour, de toute manière, j'y crois plus. Mais, surprise, on fait une rencontre. La croyance en l'impossibilité de l'amour, aujourd'hui, est la prémisse de la majorité des récits amoureux. Il y a plus de gens aujourd'hui qui cherchent l'amour ardemment qu'il y a un siècle. Donc, si vous le cherchez, vous êtes quand même à la bonne époque, à mon avis. Maintenant, on va aller rencontrer notre deuxième personnage, Socrate, grand philosophe, et c'est la deuxième voix qu'on a à l'intérieur de nous. Socrate nous raconte que Eros, le démon de l'amour, naît d'une contradiction. Sa mère s'appelle Pénia, pauvreté, et son père s'appelle Poros, ressources. Par sa mère, donc, Eros est démuni, toujours en manque de quelque chose. Et par son père, Eros est résolu, toujours inventif et créatif. Donc, pour Socrate, l'amour existe dans cette contradiction, dans cette tension entre le manque d'un côté et l'abondance de l'autre. D'un côté, vous avez très faim, vous rêvez d'un gâteau au chocolat, et de l'autre, vous avez déjà sur vous de la farine, du sucre, des œufs, du beurre et du cacao. L'amour, c'est un manque accompagné d'une recette pour combler le manque. Voici ce que Socrate nous dit. L'amour, c'est une force qui nous propulse dans la vie, qui nous met en mouvement. C'est l'inverse de cette phrase qu'on connaît bien. Tu vas voir, c'est quand tu t'y attendras le moins que ça va arriver. Bon, Aristophane, lui, serait d'accord avec ça. Peut-être qu'un film de Noël quétaine sur Netflix serait d'accord. Socrate, lui, dirait, au contraire, l'amour, c'est tout sauf passif. C'est un processus, une quête. Tu sais, ça nous tombe pas dessus, en fait. C'est une co-création avec les gens impliqués, mais ça suppose qu'on danse ensemble, puis qu'on s'accorde, puis que des fois, on se pile ses pieds et on apprend de... Maintenant arrive notre troisième personnage, la troisième voix qu'on a à l'intérieur de nous, Spinoza, grand philosophe lui aussi. Spinoza règle le problème de l'amour moderne en une phrase. Il nous dit « Le désir est puissance ». L'origine de l'amour, c'est pas la douleur. C'est pas le manque, c'est pas la faim, c'est l'appétit. Voyez-vous la nuance? La faim, c'est une souffrance. L'appétit, c'est une puissance. On a faim de ce qui est absent, tandis qu'on a l'appétit de ce qui est devant nous. L'amour moderne veut vous convaincre que vous avez faim.
que vous manquez de quelque chose, que tous les autres gâteaux sont meilleurs, plus beaux, plus goûteux, Spinoza, lui, veut vous convaincre que le meilleur gâteau, c'est celui que vous avez devant vous. Aimer ce qui manque, c'est facile. C'est à la portée de n'importe qui. Aimer ce qui est, c'est plus difficile, mais c'est tellement plus important. Des études récentes nous apprennent qu'on vit un déficit d'amour dans le monde occidental. Un déséquilibre amoureux. Aujourd'hui, là, je pense qu'on est dans une société très individualiste. On fait les choses pour nous-mêmes. Puis le pardon, c'est pas facile. Je pense pour personne. L'individu est important, mais c'est l'ensemble du village, l'ensemble de la communauté qui est encore plus important. Et si je vous disais qu'aimer, c'est peut-être la meilleure manière de combattre les grands enjeux du siècle, comme les changements climatiques? Pour ce segment, je me joins à Thomas et Zoé de la chaîne YouTube L'Alternateur. Merci d'être vous. Ça fait plaisir! J'invite les gens à vous suivre parce que vous faites des vidéos très pertinentes, très importantes sur le climat et pour inspirer l'action. Voici 5 façons d'utiliser l'amour pour renverser la crise climatique. D'abord, il y a l'amour romantique, parce que des partenaires qui ont les mêmes convictions vont se soutenir mutuellement. Ils peuvent faire un potager ensemble, prendre des douches communes, faire une date friperie, mais surtout être un refuge émotionnel dans un contexte un peu anxiogène, on va se le dire. Ensuite, il y a l'amour amical qui nous permet de se mobiliser. Les groupes d'amis motivent 3 fois plus à aller manifester ou à agir qu'une simple notification sur Facebook qui est complètement anonyme. 3, l'amour universel. Il y a des études qui nous le démontrent. Les émotions altruistes, comme l'empathie, la compassion, sont plus efficaces que les émotions égoïstes pour motiver l'action. Il faut le dire haut et fort. L'amour et l'espoir sont plus forts que la peur et la colère pour mobiliser à long terme. Je l'ai vécu au Brésil, en Amazonie, face à des familles durement affectées par les feux de forêt. Par amour pour eux et pour combattre cette injustice, on a envie de se battre. Il y a aussi l'amour familial, parce que tous les parents veulent protéger leurs enfants. On a juste à penser au mouvement Mères au front au Québec, qui regroupe des mères qui agissent par amour pour le futur de leur enfant. Et finalement, l'amour de la nature qui nous enveloppe de réconfort. En appréciant le monde qui nous entoure, les paysages avec lesquels on a grandi, la beauté des montagnes, des forêts, des rivières, des océans, ça nous donne juste envie de les protéger. Donc, ce qu'il nous faut dans un monde en déséquilibre, c'est de cultiver l'amour sous toutes ses formes. Ce que je nous souhaite, c'est l'inverse d'un amour toxique ou d'un amour passif. Je nous souhaite un amour actif, un amour combatif. Un amour qui nous met en action. Un amour qui fait pousser des tomates sur les balcons et, espérons-le, des lois ambitieuses au Parlement. En fait, en 2015, j'ai écrit ma première lettre de cœur. J'avais 15 ans et j'ai dit les mots « Je sais pas si un jour ça va me réarriver », de vivre ces émotions-là, de tomber en amour. Et là, j'ai 21 ans et je suis comme « Ben oui, Lily, ça va réarriver et ça risque de réarriver aussi dans le futur, mais tu vois, encore à ce jour, je me dis « Est-ce que quelqu'un va me faire vivre ces émotions-là, tu sais, encore une fois? » Quand tu rencontres une nouvelle personne, tu peux pas être trop sur tes gardes puis rien dire. C'est beau de s'ouvrir à quelqu'un. On a envie d'y croire. Mais c'est ça. Mais là, quand continuellement tu t'ouvres à des nouvelles personnes puis qu'ils finissent par partir, ben ça fait mal. Puis après ça te questionne puis tu te dis, ben, comme j'ai dit, c'est comme si tu laissais une partie de toi à chaque fois puis t'as plus envie. Vraiment, je me demande s'il y a quelque chose avec moi qui fait qu'un dating live n'est pas possible. Est-ce que c'est ma personnalité un peu plus old soul? Est-ce que c'est plus comment je me présente? Est-ce que sur le fait que je suis plus timide? Qu'est-ce que tu dirais à toi de 20 ans ou 25 ans aujourd'hui sur l'amour? Ça va commencer par soi-même avant tout. Parce que ça va être dur de se faire aimer de d'autres, puis d'aimer quelqu'un d'autre si on s'aime pas soi-même, puis de se trouver beau, là, parce que quand on arrive 30 ans plus tard, puis qu'on revoit les photos de 20 ans, là, on se dit « Tabarouette, comment ça j'avais pas compris que j'étais beau comme ça, là? » Si jeunesse savait, si vieillesse pouvait, là, c'est une phrase très fondée. J'ai longtemps pas aimé comment je suis, qui je suis. Tu sais, moi, en faisant ce documentaire-là, je me pousse à libérer un stress puis quelque chose de tabou pour moi pour de longues années. Je pense que je peux peut-être apporter une petite lueur
dans ce projet-là, puis diffuser le message. T'as jamais été en couple? Est-ce que tu ressens une pression autour de toi? Oui, définitivement. Tu sais, c'est difficile de se dire comme compare-toi pas aux autres et tout. C'est pour ça aussi que je fais ça aujourd'hui. Pour que s'il y a des gens justement qui sont pour normaliser justement le fait que c'est correct de pas être en couple. Même si justement la société met cette pression-là. T'sais, je me demande s'il y a quelque chose de pas correct avec moi. Puis tout le monde me dit, tu sais, ça va venir. Ça vient quand tu le cherches pas. Mais je veux être proactive. Fait que j'essaie de faire quelque chose pour. Mais c'est ça. Qu'est-ce que tu dirais à toi-même à 25 ans sur l'amour? Wow! Ça va être beaucoup mieux un jour. Ça, c'est sûr. Je laissais un homme violent à 25 ans. Fait que... oh my God, oui. Et j'ai pas revu ça dans ma vie. Alors, j'ai été capable de m'en libérer. Go. Go, girl. Tout est devant toi. Comme beaucoup de gens disent, et que je pense que c'est vrai, il faut commencer à travailler sur nous-mêmes, s'aimer soi, pour être capable d'accepter l'amour. On peut pas expecter d'une autre personne de se montrer comme elle est réellement si on le fait pas nous-mêmes. Je pense que d'apprendre à aimer ta propre vie, c'est vraiment l'affaire la plus importante. C'est ce que je fais en ce moment. Ça rend le dating plus complexe parce que ça veut dire que d'amener quelqu'un dans ta vie, il y a comme un plus gros barème peut-être, pour qui va réellement ajouter à une vie qui est déjà épanouie, déjà pleine. En amour, mettons que ça c'est le milieu, là, on peut se laisser monter et descendre. Puis plus on se laisse monter, plus si ça descend, la chute va être difficile. Mais moi je crois que plus on se laisse monter, plus ça va être beau. Puis si on descend là, ben on descendra là. Mais au moins, on aura vécu ça. Amour rapide ou amour durable? Durable. T'as répondu rapidement. Durable. Amour durable. Durable. Amour durable. Durable, définitivement. Durable. 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 Durable, absolument. Durable. Durable. Donc toi, t'as encore espoir que l'amour, le grand amour est devant toi? Il y a certains jours où, je vais pas mentir, c'est très difficile. Je pense que mes amis pourront en témoigner. Mais si je suis honnête un minimum au fond de moi-même, je le sais que ça va arriver un jour. Mais oui, j'ai envie d'y croire. J'ai envie de dire qu'on peut aimer encore en 2025. C'est de continuer à prendre soin de soi. C'est de dire oui à la vie. De faire confiance à la vie un peu. S'aimer, puis que ça va venir. Tu penses peut-être qu'à un moment donné, tu pourras plus donner, mais tu peux toujours donner plus d'amour. C'est ça qui est le fun. Il n'y a pas de limite. Puis je pense qu'il faut juste avoir ce mindset-là, que tout le monde est beau, tout le monde est intéressant. Ouais, garder espoir, parce que ça existe. Ce qui me donne espoir, c'est de voir l'amour autour de moi tellement de différentes façons. Je souris à quelqu'un dans le métro, si je vois un couple de petits vieux au restaurant. Ma tasse de café que je me prépare le matin exactement que j'aime. Je le vois dans ma famille, je le vois dans mes amis, je le vois à l'intérieur de moi. Maintenant, j'aime l'amour. Moi, j'espère que mon film Disney va se réaliser. Fait que je garde toujours espoir. Je suis quelqu'un qui c'est dans moi. Je pense que ça va toujours rester en moi. Franchement, ne vous mettez pas de pression. Ça ne sert à rien du tout. Qu'est-ce que tu dirais à... Je suis avec vous. Non, on est ensemble. On est ensemble là-dedans. On ne devrait pas se donner de limites ou de barrières. La quête de l'amour devrait s'arrêter là, à un certain âge, après un certain nombre de personnes, après un certain nombre de relations. Je pense qu'on devrait continuer parce que même si, oui, il y a un paradoxe de choix, à la fin de la journée, il y a des choix quand même, il y a des options quand même. Donc, de ne pas perdre espoir. Même si c'est dur, je pense que ça va arriver éventuellement, puis je le saurai quand ça va être la bonne personne. Être célibataire, c'est pas être seul. C'est vraiment, c'est pas parce que t'es célibataire que t'es seul. T'es entouré
L'amour, c'est comme la personne que tu es, il faut que tu aimes toi-même aussi. C'est ce qui m'alimente. L'amour, j'ai pas le choix, malgré que je l'ai pas vécu. Je sais que ça va être présent dans ma vie. Puis un jour, ce sera la personne qui va pouvoir m'accepter pour qui je suis, avec qui je vais partager mon amour. Ce que je trouve le plus beau dans l'amour, c'est à quel point ça peut me rendre fou. Tu parles à raison, mais toutes les tunes le disent, là, mais... Ouais, des fois, ça me rend folle, genre dégueulassement folle. Mais c'est beau quand même parce que tu vis quelque chose. Tu vis quelque chose de tellement puissant que je pense que l'amour dans 50 ans, ça va être encore plus extravagant, encore plus ouvert, encore plus de possibilités.